Voilà, bonjour Charlène. Bonjour Steve. Aujourd'hui, j'ai l'occasion, la possibilité de discuter avec Charlène. Qui est donc quadrilingue, c'est l'expression. C'est ça. Qui parle le français, l'espagnol, l'anglais et le japonais. Voilà. Et qui a une chaîne à YouTube qui s'appelle Osakurabara. Tout à fait. Bon, d'abord, première question, comment ça se fait que vous parlez 4 langues? Alors, moi déjà je suis française, ma langue maternelle c'est le français et pendant toute ma scolarité forcément en France j'ai appris l'anglais comme tout le monde, mais j'avais très envie de pousser un peu l'apprentissage parce que pour moi c'était pas assez, donc j'étais toujours à la recherche de contenu intéressant, je traduisais des chansons quand j'étais petite, enfin j'étais vraiment dans l'apprentissage de la langue, oui, et du coup quand j'ai eu 18 ans, je voulais apprendre une autre langue et je suis partie en Espagne, à Barcelone, là où je suis actuellement. Et je suis partie en Espagne sans savoir vraiment parler espagnol parce que je n'avais absolument pas étudié la langue. J'ai appris sur le tas, vraiment, ici dans la rue, comme on peut dire. Et ensuite, je suis restée ici pendant 8 ans. Et ensuite, je suis partie au Japon pendant presque 3 ans et demi pour travailler en tant que professeur. Et pareil, je connaissais absolument rien de la langue. Pratiquement, le japonais et l'espagnol, en tout cas, les langues que j'ai apprises un petit peu en tant qu'adulte, ce sont des langues que j'ai apprises dans le pays, sans être allée à des cours de langue dans le pays même. Donc c'est pour ça que je parle ces 4 langues. Voilà. Bon, mais bon, dans le cas de l'espagnol, c'est une langue pas très loin du français. Non, c'est très proche, c'est vrai. Mais quand même, donc c'est une question quoi de rencontrer des gens dans la rue, dans le restaurant, dans des magasins, ou est-ce qu'il y a eu quand même comment dirais-je, des activités, même sans aller à des cours? Est-ce que vous avez fait des choses spécifiques? Quelle a été la stratégie pour l'apprentissage d'abord de l'espagnol, puis ensuite du japonais? D'accord. Alors stratégie, je sais pas si on peut l'appeler stratégie parce qu'à ce moment-là, j'en avais aucune. Mais oui, j'ai essayé de rencontrer vraiment beaucoup d'hispanophones, beaucoup. Je vivais avec une famille qui était moitié suisse, moitié espagnole, mais qui parlait beaucoup français à la maison, donc c'était pas vraiment l'endroit où j'allais apprendre beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai connu pas mal d'espagnol, donc j'ai appris pas mal. À ce moment-là, j'ai eu un petit copain espagnol, chose qui aide énormément. Il faut dire ce qui est. Et du coup, oui, j'ai beaucoup appris l'espagnol vraiment comme ça, en écoutant et en imitant finalement. J'ai fait comme quand j'étais enfant finalement, j'ai imité et j'ai parlé. Ensuite, j'ai appris l'espagnol à l'université, la grammaire, la phonétique, enfin tout. Et c'est là où j'ai perfectionné, disons, le niveau. Est-ce que vous avez beaucoup lu? Ouais, je lisais pas mal. Et qu'est-ce que vous lisez? Pas mal. Je lisais beaucoup d'articles de presse. Même si je comprenais pas exactement les 100% de l'article, c'était pas grave. Pour moi, c'était important de rester un petit peu connecté. Et donc oui, je lisais pas mal d'articles. Et ce que je faisais, c'est que j'aime beaucoup la musique, donc j'ai toujours été très intéressée par les paroles de chansons. Et donc je lisais les paroles de chansons que j'écoutais. Et ça m'a permis en fait d'apprendre beaucoup de mots en espagnol à ce moment-là. Et est-ce que vous regardiez la télévision? Ouais, aussi, c'est vrai. C'est vrai. À ce moment-là. C'est vrai qu'à ce moment-là, je regardais pas mal la télé et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Okay. Ça a été beaucoup d'input. Oui, c'est vrai que maintenant que je me souviens, il y a très longtemps, il y a plus de 15 ans de ça, mais c'est vrai que maintenant que je me souviens, j'avais beaucoup l'espagnol constamment dans les oreilles. Bon, je vivais à Barcelone, donc forcément c'était facile, disons. Mais c'est vrai que oui, j'écoutais beaucoup la radio, la télé. Je lisais aussi des journaux, je lisais les paroles de chansons. Je voulais m'immerger un petit peu dans la culture, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Non, dans mon cas aussi, par exemple, quand j'étais étudiant en France, je voyageais en Espagne, en autostop. Oui. J'ai fait des milliers de kilomètres. Wow. Donc je parlais tout le temps. J'étais avec un chauffeur de camion, là, à 6 heures, on parlait. Quoi. Ça aide énormément. Même si on se trompe, c'est pas grave, on apprend. Oui, mais en allant du français à l'espagnol, c'est facile. Ouais, c'est vrai.
comment ça s'est passé avec le japonais? Avec le japonais, alors moi je suis arrivée, je vivais à Osaka. Oui. Et à Osaka, je suis arrivée vraiment sans savoir, enfin je disais 3 mots quoi. J'avais fait une petite introduction dans une école juste pour apprendre rapidement quelques mots. C'était peut-être 15 heures de japonais, donc c'était vraiment rien. Oui. Et je suis arrivée, j'ai cherché du travail directement, j'en ai eu. J'avais pas vraiment besoin de japonais dans mon travail, donc ça a été un apprentissage assez chaotique, lent, je vais dire, mais efficace parce qu'après quelques temps, j'étais complètement capable d'avoir des discussions avec des gens. Bien sûr que mon niveau de grammaire est pas parfait, ça c'est sûr, je le sais, il est pas parfait, mais la communication est possible et pour moi, la finalité d'une langue, c'est vraiment la communication. Donc même si je fais des fautes, c'est pas grave, je sais qu'on me comprend et je sais que je peux peaufiner ça. Là, actuellement, je prends des cours de japonais en ligne une fois par semaine et ça m'amène à me poser des questions et ça m'aide beaucoup en fait à peaufiner ma grammaire et je regrette un peu de pas l'avoir fait plus tôt finalement. Voilà. OK. Mais ouais. OK. Et maintenant, quelle est votre activité maintenant? Votre chaîne à YouTube et vous enseignez le... Oui. Alors, expliquez-nous. Oui, je suis professeure de français en ligne. Donc j'enseigne le français et aussi l'espagnol en ligne. J'ai un site internet qui s'appelle bonjourbcn.com sur lequel j'explique un petit peu ce que je fais. Et donc c'est mon activité principale. Je suis enseignante en ligne depuis Barcelone. OK. Et on mettra tous les détails dans la description box. Oui, dans la barre d'infos. Voilà, la barre d'infos. Oui. Et l'enseignement, une des questions là, pour moi dans l'apprentissage des langues, le contenu qu'on utilise, parce que bon, je ne suis pas au Japon, je ne suis pas en Espagne, souvent les personnes sont chez eux dans un pays où on ne parle pas la langue qu'ils sont en train d'apprendre. Donc le contenu, ça devient très important. Le contenu qu'on peut écouter, qu'on peut par la suite lire, souvent des choses qu'on peut utiliser sur ligne, par exemple. Et tout à fait. Il y a des langues comme le français, l'espagnol, il y a beaucoup de contenu sur l'Internet. Il y a d'autres langues, il y en a moins. Mais souvent, il y a donc du contenu pour les débutants. Il y en a beaucoup, il y en a trop même. Et puis le contenu difficile, donc authentique, c'est sans limite parce que ça, il y a des livres, il y a des stations de radio, n'importe quoi. Mais souvent, c'est le niveau intermédiaire qui manque pour permettre aux gens d'aller des choses qui sont devenues confortables parce que c'est facile, parce qu'ils l'ont déjà fait. Et puis le vrai, l'authentique est trop difficile. Et ce qui manque souvent, c'est ce qu'il y a entre les deux. Et c'est là, j'ai même interviewé le français authentique. Il y a quelques entrepreneurs, disons, de langue, là, qui je ne me rappelle plus des noms, mais je les ai interviewés, et qui ont créé des choses entre les deux. Oui, c'est vrai. Comment est-ce que vous utilisez, quelles ressources vous utilisez là pour aider vos apprenants? Ah, pour moi, dans mon travail, vous voulez dire? Oui. D'accord. Alors, ça dépend du niveau, bien sûr, mais si on parle de l'intermédiaire, j'utilise beaucoup de documents authentiques, donc on est en ligne. Oui. Parce que oui, je pense que vous avez raison dans le sens où il y a beaucoup de choses pour débutants, mais il y a aussi beaucoup de choses pour des avancés, pour des niveaux avancés, et peu pour des niveaux intermédiaires. Mais quelquefois, en fait, je pense qu'il faut aussi... mettre un peu à défi l'élève et le mettre devant des choses un peu compliquées, parce que s'il reste tout le temps devant des choses trop faciles ou de débutants, l'élève a tendance un petit peu à rester un peu, comment on dit, à se reposer un peu sur ses lauriers, on dirait en français. Ça, et du coup, je pense que c'est important, tout en l'accompagnant avec beaucoup de bienveillance et en étant près de lui, en lui disant que s'il y a quelque chose qui va pas, forcément, on va l'aider. Je pense que c'est aussi important de le mettre à un certain niveau, à partir d'un certain niveau, de le mettre devant des choses un petit dis compliquées, des défis, non des... Je suis comme un challenge finalement. Voilà, il faut parce que je dis toujours... Excusez-moi, mais je dis toujours à mes élèves que, par exemple, j'ai des groupes, moi, d'espagnol, une fois par semaine, et quelquefois, les élèves ne comprennent pas un mot ou deux mots, ou ils me disent « Ah, là, tu parles un peu vite » ou « Là, je ne comprends pas ». Et chaque fois, je leur dis
ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre sûrement à la prochaine semaine, ou dans 2 semaines, ou dans 3 semaines. Si vous comprenez pas ce mois-ci, vous allez comprendre le mois prochain. C'est de l'immersion totale. Il faut s'immerger un petit peu dans la langue. Moi, quand je suis arrivée au Japon, je ne comprenais absolument rien. Et petit à petit, j'ai cliqué, j'ai fait des connexions, et je me suis dit, ah, mais ça voulait dire ça. Et ça, en fait, c'est dans ce contexte-là que je vais l'utiliser. Et j'ai fait un petit peu des connexions, comme un enfant ferait quand il apprend sa langue maternelle. Bon, c'est un tout petit peu différent parce que le cerveau à ce stade-là est différent. Mais en tout cas, je pense que c'est important d'utiliser des choses quelquefois d'un niveau un peu supérieur pour motiver les élèves, je pense. Après, voilà, j'utilise beaucoup de ressources. Il y a des ressources aussi que je fais moi-même. Mais oui, je pense qu'en document authentique, c'est tout à fait possible, en tout cas pour des intermédiaires. Oui, je suis aussi d'accord avec vous que le fait de ne pas comprendre, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'on comprend déjà, c'est de l'immersion. Le fait que ça, tout à fait. La langue entre. Bon, il y a des choses qui manquent. C'est comme le fait de faire des erreurs. Il ne faut pas chercher la perfection. Et c'est pour ça que je suis contre les questions de compréhension. Oui. Je déteste ça. J'ai compris ce que j'ai compris, j'ai mal compris. Voilà. Ouais. Non, je suis d'accord avec vous. Ouais. C'est vrai. Quand j'enseignais le français au Japon à des petits, ils avaient entre 3 et 8, 9 ans. On avait des classes d'immersion totale pendant 5 heures d'affilée, hein, tous les jours. Et au début, les enfants à 3 ans, ils comprenaient absolument rien, mais du tout. Et en fait, c'est incroyable et merveilleux de voir comme l'enfant, au bout de quelques semaines, il commence déjà à capter quelque chose, à dire « Ok, là, il est 10 heures, elle m'a dit d'aller aux toilettes. » Ok, je capte que 10 heures, il faut aller aux toilettes. Toilettes, ça veut dire ça. Et c'est super, c'est incroyable. Le cerveau, il est incroyable. Et je pense que l'adulte est capable d'aussi faire ça. Donc, moi, je parle beaucoup la langue dans mes cours. Si c'est des cours de français, je ne parle que français. Si c'est des cours d'espagnol, je ne parle que espagnol. Et bien sûr, j'adapte. Je ne vais pas parler comme un natif. J'adapte. Bien sûr, mais je crois vraiment que l'immersion totale et le fait d'être un peu perdu, quelquefois, ça aide. Oui. Ça aide l'élève. Oui, je suis d'accord. Et la quantité de contenu qu'il faut consommer, la quantité d'heures, c'est énorme. C'est illimité. C'est illimité, mais quand on voit des livres qui disent, par exemple, même le système Assimil, qui est très populaire parmi certains, moi, je ne trouve rien de spécial. Je ne recommande pas, personnellement. Non. Mais ils disent, avec ce livre-là, vous allez atteindre un niveau B2. Non, c'est complètement faux. Non. Il faut tant lire. On a des statistiques à Link. Je sais combien de millions de mots que j'ai lus en russe, combien de milliers d'heures que j'ai écoutées. Il faut tellement de contenu et puis le cerveau apprend. Comme vous avez dit, le cerveau ne peut faire que apprendre. Exactement. Mais il faut beaucoup de input pour que ça... Ah oui, non, complètement. C'est infini et c'est super intéressant. Vraiment super. Bon. Et avec maintenant les podcasts qu'il y a, c'est incroyable, non? Tout ce qu'on peut écouter tous les jours. Mais malheureusement, souvent les podcasts, ils n'ont pas de transcription. Ça, c'est vrai que c'est un peu C'est vrai. C'est dommage. C'est dommage. C'est vrai. Voilà. Ok, voilà. Vamos a hablar un poco en español también. Ah, vale, ningún problema. Sin problema. Pero tú no hablas el catalán. Hablo catalán, pero sí lo hablo, pero no lo hablo al día a día. O sea, lo puedo entender perfectamente porque, claro, hace mucho tiempo que vivo aquí, pero hablo mucho más castellano en el día a día. Sí, claro. Tenemos el catalán, el link. Ah, también. Wow. Ok. Sí. No, bueno, es un idioma importante, ¿eh? Cuando uno vive aquí es súper importante. Sí. Pero es fácil, ¿sabes? Para una persona francesa es bastante fácil aprenderlo porque se parece al francés, al español, así que al italiano. Entre los dos, ¿no? Exacto. Exacto. Así que parece también a unos idiomas en el sur de Francia, ¿no? El suroeste de Francia. Sí, el occitano. Sí, exactamente. Béarnais, enfin, je sais pas quoi. Totalmente. Sí, exacto. Sí. Okay. Así que bueno, sí, es fácil. Es fácil. El Nihongo es un poco más difícil, ¿no? Sí, el japonés es un poquito más difícil, claro, sobre todo para una persona que no, o sea, no, cuando
cuando aprendes japonés no tienes ninguna referencia, ¿no? En tu cerebro, Sí, ninguna. sí, Que sí. en un francés sí tiene referencias, así que es Es fácil, más es fácil. fácil. Sí, Sí. sí, sí, estás También más a gusto. entre el inglés y el francés hay También. muchas palabras, mucho vocabulario que es También. parecido. Que se parece, Ok, exacto. bon, voilà, déjà 15 minutes, ça passe vite quand Si, on ça passe discute très de deux vite. choses intéressantes. Intéressante, n'est-ce pas? Merci beaucoup et Avec bonne plaisir. chance. Voilà. Merci, Ok. merci beaucoup Steve. Salut. Ok. Salut, au revoir. Ciao.